Alors, tac. Hello, hello, je suis en direct. Chaleureux, cocooning. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Alors, je sais pas si Lisa va arriver. Coucou! Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, tac. On va voir si Lisa est dispo. Hello, hello, coucou, anémone, trop chouette. Ça va être un petit moment sympa de partage inspirant, d'histoires inspirantes avec comment on se relève et on renaît de la traversée de nos épreuves. Ah, elle n'arrive pas à se connecter. Ok, on va réessayer. Peut-être si tu me fais coucou Lisa, que j'arriverai peut-être à, je sais pas, à t'inclure dans le live. Dis-moi si tu reçois mon invitation. Et sinon, je refais le démarrage. Normalement, yes. Trop cool. Ça marche. On a ma vidéo et bonjour, on est bon. Oui. Comment tu vas, Lisa? Je vais bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Ben, ça va super. Écoute, je suis très contente de faire ce petit live avec toi. Même si Et on je se connaît depuis très peu, mais du coup, voilà, notre rencontre m'a éveillé beaucoup de curiosité et je pense que aussi d'inspiration de partager aussi de ce qu'on traverse dans la vie, des épreuves, comment on renaît et comment on transforme ça en fait. Et exactement, du ouais. coup, voilà, c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être super chouette qu'on fasse un petit moment de partage autour de cette thématique de renaître de ces épreuves. Hmm. Euh, L'épreuve nous, nous apporte dans une vie. Que c'est ouais, pas forcément une fatalité, pas forcément une fin en soi. mm, Qu'il y a tellement de choses derrière qui peuvent y aller. Mais c'est un chemin. exactement, C'est pas tout de suite. exactement, c'est ça. Et je pense que ça peut être inspirant aussi pour les gens qui, en ce moment, traversent des épreuves difficiles ou qui ont eu des annonces difficiles. Tu vois, je me dis que ça peut être chouette de partager ça. Je me suis dit que j'allais faire une petite trame pour avoir une suite logique à suivre, qu'on pourrait d'abord partager un peu l'histoire, tu vois, le parcours, etc., comment t'en es arrivé à accompagner les gens que tu accompagnes. Mhm. Ensuite, on pourrait parler un peu de ton approche et voilà, des outils, et comment toi tu utilises ton accompagnement pour accompagner les personnes. Et je pense qu'après, on pourrait passer à des conseils pour les gens justement qui traversent des choses difficiles, donner des petits tips ou, enfin voilà, partager des inspirations pour leur permettre d'avancer sur le chemin. Je sais pas ce que t'en dis. Dans les conseils. Cool. Donc du coup, j'aimerais bien que tu puisses un petit peu nous raconter un peu ton parcours et ce que tu as découvert sur ton chemin et qu'est-ce qui t'a amené aussi à cette découverte de mission d'accompagner les gens, notamment les gens qui sont diagnostiqués avec une maladie quelconque. Oui, Mm. avec plaisir. Donc moi j'ai un parcours. Alors j'ai fait ma première thérapie à 18 ans, donc j'avais déjà une ouverture sur un chemin personnel. De quelle manière on peut agir déjà nous pour se sentir bien. Mm. Et à 23 ans, j'ai le diagnostic de sclérose en plaques, avec un parcours assez compliqué dans le sens où c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé parce que ça aurait pu être très mal se passer en fait quelque part puisque donc j'ai fait deux poussées assez rapprochées. Donc j'étais bien depuis dans un moment où je commençais ma vie professionnelle, où j'allais partir pour aller travailler à l'étranger puisque j'étais juriste et je me destinais à une carrière internationale avec de l'expatriation.
Et 2 poussées très rapprochées. Et ce qui s'est passé, c'est que à la deuxième poussée, je ne me sentais pas de revivre les bolus de cortisone, la violence du traitement qu'on fait quand on a une sclérose en plaques, enfin, pour apaiser l'inflammation dans le corps. L'urgence, c'est d'apaiser l'inflammation pour que la poussée puisse s'arrêter. La poussée, c'est le système immunitaire qui vient détruire le système nerveux. Et donc, plus il y a de l'inflammation et plus la poussée dure, plus il y a de chances qu'à un moment ou à un autre, le nerf finisse par être touché et qu'à la fin, on ne récupère plus. C'est ce qui se passe par rapport à des poussées. Et donc, du coup, automatiquement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout de suite balancer des bolus de cortisone, donc c'est-à-dire injecter 1 gramme de cortisone par intraveineuse pour enlever l'inflammation. Et ça, c'est très fort, très très violent comme traitement. Et du coup, j'ai mis limite plus de temps à me remettre du traitement que de la poussée en tant que telle. Et quand quelques mois après, j'ai refait une poussée, il y avait quelque chose de me dire, je peux pas revivre ça, c'est pas possible, là, je récupère à peine, c'est trop violent, je vais pas y arriver. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais une amie de la famille qui était médecin et qui était aussi acupunctrice et qui, avec l'acupuncture, m'a aidé petit à petit à apaiser l'inflammation, mais surtout moi, à m'apaiser émotionnellement. Mon corps est revenu en ordre, ça s'est bien passé. Et dans la foulée, j'avais un rendez-vous avec un neurologue qui était le grand ponte de la sclérose en plaques de la région. Et quand je lui ai dit, du haut de mes 23 ans et avec toute ma candeur, oui, mais c'est très bien, l'acupuncture fait beaucoup de bien et ça va aller bien maintenant, j'ai quelque chose qui me fait du bien pour aller mieux. Je comprends sa réaction, mais ça a été un peu violent quand même de dire, mademoiselle, vous êtes en plein déni, il y a un vrai souci, à mon avis, il va falloir vous mettre sous antidépresseur parce que vous n'allez pas y arriver. Là, à ce rythme-là, de toute façon, dans 2 ans, vous êtes en fauteuil. Et sa manière était certainement de vouloir me préparer à prendre soin de moi d'une certaine manière, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est que je sois sous traitement, ça, avec sa logique médicale, était très intéressante et pertinente. Mais moi, je me suis retrouvée avec un endroit où j'étais pas du tout accueillie, pas du tout écoutée, pas du tout entendue dans ma souffrance, dans ce qui était en train de se jouer pour moi, et un autre endroit où, avec une technique plus douce, où j'étais soutenue, bien enrobée, contenue, enfin voilà, où j'avais de l'apaisement. Et je suis allée vers ce deuxième endroit en me disant, bah, ça m'a fait du bien, je vais aller explorer un petit peu tout ce qu'il y a là derrière. S'en est suivi un chemin qui a duré une dizaine d'années. On va pas dire que c'est du jour au lendemain, boum, une épreuve et on met du sens et tout va bien. Ça a été des montagnes russes avec des moments très bien, des moments beaucoup moins bien. Il y a eu d'autres poussées qui sont venues. De l'accompagnement, ça je suis allée chercher ça tout de suite, un accompagnement émotionnel parce que je me disais, si je vis dans la peur, je vais pas me faire du bien. Donc le but c'est d'apaiser cette peur, moi d'aller plus loin pour me connaître, comprendre qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'apaiser, qu'est-ce que je peux mettre en place pour trouver la vie qui me correspond aussi. Puisque au fur et à mesure, je me suis reconvertie, j'ai fait des tests, je fais des métiers qui étaient très toxiques, dans lesquels je me suis pas reconnue, des métiers où j'étais mieux. Il y a plein de choses qui se sont passées, mais à chaque fois, de couches que j'ai toujours quand on fait une thérapie, c'est on enlève des couches de l'oignon pour arriver de plus en plus dans le cœur de l'oignon, qui est notre cœur à nous, notre essence même. Et à chaque fois qu'on enlève des couches de l'oignon, ça fait piquer les yeux, ça fait pleurer, c'est difficile, etc. Et petit à petit, au bout de 10 ans, j'ai fait des poussées, mais c'était OK. Je mettais du sens sur ce qui se passait, je m'alignais encore plus, je m'apaisais encore plus. Donc, j'apprenais à vivre avec la peur, avec tout ça. Et petit à petit, un jour, je me suis dit, tiens, on m'a plutôt préconisé, parce que moi, j'étais un peu dans l'optique de vivons heureux, vivons cachés. Je parle pas à personne, je ne dis rien. Je fais mon petit bonhomme de chemin, mais quand j'avais été un petit peu à l'époque essayer d'aller voir des associations, mais on était en 2009, je m'étais retrouvée avec beaucoup de douleur, beaucoup de peur, en me disant mais en fait si je vais là-dedans, je vais vriller en fait. Je suis pas, ça va pas m'aider à aller vers autre chose en fait. Et puis des personnes m'ont dit mais son parcours c'est intéressant quand même ce que tu as mis en place, tout ce dont tu t'es aperçu, parce que j'avais fait une thérapie dans à peu près tous les courants possibles et inimaginables, donc j'avais testé beaucoup de choses. Ce serait intéressant que tu puisses le partager et peut-être il y a des personnes que ça pourrait inspirer, à qui ça pourrait donner d'autres pistes d'ouverture. Et je me suis mise à écrire un jour, parce que j'adore écrire tout ce parcours. Je ne savais pas quoi en faire. Ça a fini en blog que j'ai tenu pendant plusieurs années, dans lequel j'alimentais. Puis j'avais des personnes qui sont venues. J'ai créé une petite communauté avec des gens qui me disaient qu'est-ce qu'on peut faire, nous aussi, comment on peut traverser ça. Et je me suis rendu compte que j'avais pas les outils pour
les accompagner, puisque quelque part, ce qui valait pour moi, je ne pouvais pas leur dire, faites ça, c'est le chemin, parce que j'en ai aucune idée, et que c'est le chemin d'une personne n'est pas celui d'une autre. Et je me suis dit, bah, si je me formais pour avoir ces outils-là. Mais je pensais faire ça à côté de mon boulot. J'étais formatrice, je voyageais partout dans le monde, je me régalais. Enfin, j'adorais la forme de mon métier, mais je n'aimais pas le fond. Je formais sur un logiciel informatique. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça? Donc, j'ai commencé à me former. Je me suis formée donc à la relation d'aide, qui est un courant de psychothérapie. Donc, je suis devenue psychothérapeute. Puis après, entre-temps, j'ai ouvert la porte à la sophrologie. Je suis devenue sophrologue. Et puis, au fur et à mesure, spontanément, au moment, c'était, bah, en fait, il y a tout qui est là et les gens arrivaient pour les demandes, mais en fait, on a peur. J'ai cette diagnostic, ou ma fille, ou cela, etc. En fait, la peur, c'est plus possible. Comment est-ce qu'on peut en sortir? Et je me suis retrouvée petit à petit à projeter là-dedans et en faire un véritable métier C'est avec magnifique. des pistes. Puis après, Mm. la magie de l'entrepreneuriat et tout ça qui a été allé de plus en plus loin. Donc, oui, par rapport à ton fil directeur, renaître d'une épreuve, c'est pas instantané, c'est un Ouais, chemin. Mais c'est toujours avec cette notion de dire, OK, il m'arrive tout ça à un moment ou à un autre, est-ce que je peux en faire quelque chose en fait? Est-ce que mm, je peux le transformer? ouais. Je remonte du coup à l'annonce de ta maladie. Et quelle a été ta première réaction? Quelles ont été quelle émotion t'a été traversée quand on t'a annoncé que tu avais la sclérose en plaques? Je vais te le mimer. Ah, ok. Ah, ok. J'ai une sclérose en plaques. Ok, très bien. Ok. Papa, maman, ce soir, je sors, je peux aller voir les copains, hein? Je vais m'amuser. Il faut que je me sorte un peu la tête de l'eau. Voilà. Arrivé là-bas, ce soir, ben, j'ai une sclérose en plaques. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, bah écoute, on verra, hein. Et voilà. Ce qu'on Hmm, appelle le choc. ok. Ouais. Ouais, la sidération, ouais. La Ouais, carrément. sidération. Après, il y a eu le déni. Enfin, j'allais raconter à tout le monde que j'avais une sclérose en plaques, hein. J'allais acheter le pain, c'est ah Lisa, Ouais. comment vas-tu? Oh, ça va. J'ai appris que j'avais une sclérose en plaques, mais ça va. Hmm, Voilà. hmm. Et après le déni, bah non, non, je vais continuer ma vie comme avant, c'est pas possible. Bon, là, de toute façon, mon corps, j'ai récupéré, allez, on n'en parle plus, et puis on y va, et puis on y va, et puis non, puis je suis plus forte, de toute façon, moi, je vais y arriver, moi, je vais tenir le coup. Hmm. Ah, ça a pas duré longtemps, parce que la deuxième poussée est arrivée dans une vague de pouf, en fait, non. Et dans la foulée est venue la colère, pourquoi moi, puis la tristesse, puis toutes les émotions, dans lesquelles je vois beaucoup de personnes qui restent bloquées là-dedans, parce que c'est très éprouvant. Hmm. Et après, sont venus, ben voilà, c'est pour moi la porte de sortie, ça a été d'être accompagné, être soutenu, sortir la tête de l'émotion, voilà, de trouver, de voir autre chose. Ouais. Quels ont été pour toi les soutenants émotionnels durant le début, là, l'épreuve, quand t'as sombré et que t'as réalisé en fait ce que t'avais vraiment, est-ce que t'as eu déjà envie d'abandonner, en te dire, bah, c'est bon, je suis foutu, c'est bon, c'est même pas la peine, j'ai plus envie? Ou est-ce que t'avais quand même cette résilience à l'intérieur où tu t'es pas laissé sombrer justement? Ou est-ce que tu as eu des à côté qui t'ont aidé et qui t'ont soutenu et quels ont été ces à côté, tu vois? Est-ce que c'était l'environnement? Est-ce que c'était des personnes? Est-ce que c'était une force en toi? Ou est-ce que c'était, je sais pas, une inspiration de quelqu'un? Il y a eu beaucoup de choses en fait. Par contre, il y a eu des moments où c'était complètement impossible, où effectivement je me laissais sombrer. Avec, je Mm, me revois très bien des nuits à faire des crises d'angoisse, mais terribles. Enfin, ceux qui ont déjà fait des attaques de panique, on pense vraiment qu'on va mm, mourir. Mais c'est où je voyais tout en noir, je me rappelle, je voyais plein de flashs de dire, mais par rapport à des grandes guerres ou des trucs comme ça, de dire, mais la vie, elle tient à quoi en fait? À mm, quoi bon? Donc j'ai vraiment eu ces moments-là. Et puis, et puis, bah, ça a été être soutenu en fait, avoir un réseau de soutien autour, mais pas même pas forcément tant au niveau de la famille, parce que la famille, elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec les armes qu'elle avait. Elle aussi, elle était démunie, elle aussi, elle ouais, était dans la peur. Ma mère était très soutenante autant qu'elle pouvait, mais elle aussi, elle était terrorisée en fait. mm, Et mais elle avait cette ouverture à un autre monde que le côté médical. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait le côté médical, et c'est elle qui m'avait emmené voir le grand pont de la sclérose en plaques et tout ça, puisque il fallait ouvrir toutes les portes. Mais elle avait une ouverture, et c'est ce qui m'a sauvée, à autre chose, à la thérapie en décodage biologique à l'époque, qui était quand même assez précurseur. Enfin voilà, qui amenait notre dynamique de qu'est-ce que le corps vient dire, qu'est-ce qui se passe,
avec l'acupuncture. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant d'aller faire de l'acupuncture, mais à cette époque-là, enfin voilà, entendre dire au médecin que j'avais fait de l'acupuncture, je m'étais pris une claque monumentale. Ouais. Là, aujourd'hui, voilà, ça doucement, ça s'ouvre, il y a des choses qui s'ouvrent. Faut pas oublier qu'on était en 2009, il n'y avait pas du tout cette ouverture-là. Ouais. Et puis, il y a eu, je commençais doucement à aller là-dedans, et puis il y a eu le premier livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux, qui est un auteur que j'adore, que j'affectionne particulièrement. J'aime énormément, vraiment un lanceur d'alerte sur pas mal de choses pour éveiller les consciences. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, ça fleurit. Mais à l'époque, c'était très Ouais. précurseur. Et ce livre, il disait déjà des choses sur le pouvoir du mental. Il expliquait une plante, que quand on passe son temps à envoyer plein d'ondes en disant t'es moche, qu'est-ce que t'es moche, etc., que la plante, elle va pas bien, elle fane. À l'inverse d'une plante à qui on dit mais qu'est-ce que tu es belle, et qu'on envoie plein de bonnes énergies et qu'en fait elle va bien. Il expliquait ça, même que c'était prouvé, toutes ces études qui avaient été faites, même le pouvoir sur l'eau, les travaux du japonais. Alors c'est pas Hashimoto, c'en est un autre, je me rappelle Masaru, plus. Pardon? Masaru Emoto. Voilà, c'est ça, Emoto. Euh, donc toutes ces choses-là, et en fait, il en parlait. Et moi, je commençais à avoir cette conscience-là. Et je me disais, à l'époque, c'était même, je me rappelle très bien, c'était un de mes potes d'enfance qui était très cartésienne, très rationnelle. Sa mère avait une sclérose en plaques. Et en fait, on pouvait pas parler de ça du tout, puisque moi, j'ai essayé de lui dire qu'il y avait d'autres manières. Et pour lui, non, on parlait que de mon côté médical, etc. Donc, moi, je me taisais. Et un jour, cet ami, il me montre le livre. Il me dit, ah, j'ai lu ça, c'est incroyable, ça m'a transformé. Donc, c'est même de lui que c'est venu. Et d'un seul coup, c'était, mais en fait, si même lui, il voit ce genre de choses, ça veut dire que peut-être que mon chemin-là, il y a des choses qui sont OK. Donc, c'était plein de choses comme ça qui s'ouvraient petit à petit. Ouais. Après, la vraie bascule pour me donner le droit d'exercer et de faire ça, ça a été le Covid. Il y a un avant et un après le Covid. Quand je Ouais. me suis lancée dans mon blog, j'osais à peine, enfin, j'en parlais pas, quoi. Ça s'est fait comme ça naturellement. Mais je me rappelle le premier live que j'ai fait sur Facebook, puisqu'on était en 2017, 2018, il y avait quasiment que Facebook, quoi. Mais je tremblais. J'étais persuadée qu'on allait me prendre pour une folle, que ce que je faisais, c'était complètement... et j'ai été étonnée, en fait, de la résonance et du besoin qu'il y avait là-dedans, en fait. Ça commençait doucement. Et le Covid a fait ouvrir tout ça. Aujourd'hui, des thérapeutes qui accompagnent dans la maladie et le sens de maladie, ce que dit ton corps, etc. Ça fleurit même un chouïa trop parce que tout le monde pense avoir une vérité et je trouve que c'est trop, il y a autant de personnalités sur cette planète qu'il y a de personnes, d'êtres humains, il y a autant de maladies, surtout la sclérose en plaques, il y a autant de sclérose en plaques qu'il y a de personnes dans la manière de s'exprimer. Puis le corps, même aujourd'hui, à l'époque, j'étais très décodage biologique, je reviens beaucoup de ça. C'est une grille de lecture intéressante, mais il faut d'abord que ça vienne parler à la personne et raisonner. C'est pour ça qu'en fait, finalement, ça reste très personnel comme chemin. Hmm. D'ailleurs, en parlant de ce côté personnel, quel sens tu as mis justement sur la maladie par rapport à tout ce que tu traversais, par rapport aux épreuves, etc. Est-ce que tu as mis un sens aujourd'hui ou tu es en Ouais. cheminement encore? Non, 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 il y a beaucoup de choses. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de toxicité dans ma vie de famille. Euh, Pas conscient, hein, c'est pour ça que c'est très inconscient, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Maintenant, je travaille aussi avec la psychogénéalogie, tout ce qui se joue avant nous. Je me rends compte que quelque part, dans ma lignée, c'était presque inscrit en fait. Je viens de deux lignées qui se rencontrent sur des blessures tellement violentes qu'en fait, c'était presque inscrit que moi, j'arrive au milieu de ça, à me figer complètement, me scléroser. Ça, c'est dans la compréhension que j'ai de mon histoire, c'est comment ça vibre pour moi. Moi, j'aurais dit, aujourd'hui, de ce que j'ai compris, hein, de ce que je vois, de ce que je sens, un manque de confiance énorme. Mais mais si je pouvais disparaître, j'avais un manque de confiance en moi énorme, énorme. Et la maladie me permettait, parce qu'aujourd'hui, tout mon travail, c'est de faire sans la maladie, d'exister, d'attirer l'attention, un petit peu un côté victime que je retrouve dans beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des maladies, mais victime malgré soi, en fait, parce qu'évidemment, on n'a pas envie d'avoir ça. Mais cette maladie me permettait d'avoir accès à des choses. Elle m'a permis de négocier des ruptures conventionnelles dans des boulots toxiques. Je ne savais pas comment partir autrement qu'à un moment ou à un autre, j'ai fait une poussée et c'était, ah ben, j'ai plus le choix, en fait, le corps maintenant, il est là. Hmm. Ce que je viens dire aux personnes, alors une fois qu'on a bien travaillé, qu'on a avancé, etc., j'aime bien faire la petite pique de dire, ah ben cette maladie finalement heureusement qu'elle est là, hein.
Évidemment, Ouais. c'est à double tranchant. C'est ce que je veux dire, c'est à double tranchant. C'est je dis pas que la maladie, c'est que ça, c'est pas que mental, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, on n'est pas dans une société où on a une nourriture équilibrée, où la résistance au stress, elle est telle que forcément, il y a tellement de choses, plus des virus, plus plein de choses. Donc, résumer tout à la partie mentale, ce serait trop réducteur et puis ce serait trop dangereux aussi. Mais il y a une partie de, OK, le corps est touché, mais après, qu'est-ce qu'on peut mettre en place soi? Mais à Mm. condition d'être acteur, à condition de se prendre en main, à condition de se responsabiliser, à condition d'avancer, de mettre des choses et de pas être assis à attendre qu'un jour ou l'autre, il y ait le traitement miracle, que les autres viennent nous sauver, que tout le monde vienne s'occuper de nous. Ce que j'ai fait au début, hein, c'était plus facile quelque part. C'était ce que j'appelle au niveau de la psyché le confort inconfortable. C'est-à-dire que très au fond, très inconsciemment, parfois on n'en a même pas conscience, mais inconsciemment, il y a une partie qui reste confortable de bah, comme ça au moins j'attire l'attention, comme ça au moins on m'aime, comme ça au moins on prend soin de moi, comme ça au moins bah, je peux rester cette petite fille qui reçoit tout, mais inconfortable que bah, le corps il va de plus en plus mal, que parfois même on finit en fauteuil, il y a des choses qui sont très violentes à vivre et que en fait, humainement parlant et consciemment parlant, on se dit mais je peux pas vouloir ça. Ouais. Ouais, donc c'est déjà prendre conscience aussi de ce schéma où t'attends, enfin, tu es dans une forme d'attente, de prendre soin, que les autres prennent soin de toi, qui te valident, qui te chouchoutent, etc. Donc c'est attendre la validation extérieure, l'amour en tout cas extérieur. L'amour, Donc l'amour, c'est ça, c'est ouais, exactement le mot, l'amour. C'est quand quelque part ça vient résoudre quelque chose ou à un endroit il y a un manque d'amour. C'est même plutôt l'amour, peu importe la forme. Ça va s'exprimer, pour d'autres ça va s'exprimer autrement, ça va s'exprimer en prenant soin des autres, en sortant de soi, en ne s'occupant pas de soi. Mais la notion, une des plus grandes blessures, on connaît les 5 blessures de l'âme, hein, qui sont la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, d'humiliation et de trahison. Et en fait, le propre de l'être humain, c'est de tout faire pour pas revivre ces blessures, puisqu'avec notre vision d'enfant, à un moment, quand on les vit, en fait, l'enfant, on n'a tellement pas de ressources que pour nous, c'est si on revit ça, on va mourir. ouais. Donc en grandissant, on met des couches et des couches et des couches et des couches pour se protéger de ça, et on avance dans notre vie avec toute cette partie-là, toutes ces protections pour ne surtout pas revivre ça. Sauf que ce qui nous a protégés à 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est entre 0 et 6 ans, hein. Ce qui nous a protégés à ce moment-là, bah, dans notre vie d'adulte, aujourd'hui, ça n'a plus Oui, lieu. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver oui. ça? Et comment est-ce qu'on fait aussi pour rentrer en lien avec son corps? Parce que tout ça, toutes ces informations-là sont engrammées dans le corps, Oui, sont engrammées dans nos cellules. Et comment tu arrives aussi à aller déstocker ces informations-là, pas juste par le mental, mais par le corps aussi. C'est faire le lien entre les deux, quoi. euh, et ben c'est déjà, alors la sophrologie aide beaucoup ça, c'est revenir dans son corps. Ce que je dis toujours à tous mes patients, c'est qu'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui nous demande d'être des têtes sans corps. On a le corps ici et la tête là. Et la tête, c'est Mm. le petit vélo qui fait qu'en fait, on est tous à moitié sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, parce qu'en fait, on ne dort Bipolaire. pas, il se passe rien. Voilà, on est dans une société, en fait, puis on vient mettre un gros couvercle, hein, c'est les anxiolytiques et les antidépresseurs. C'est super, hein, quand vraiment on peut pas faire autrement, il faut avoir une béquille, c'est sûr et Ouais. certain. Mais rester là-dedans, c'est comme ça, on met un gros couvercle, on n'en parle plus. Mais pendant ce temps-là, le corps, lui, bah, au fur et à mesure, lui, il est là, je le fais, il fait ni, ni, ni. Mhm. Et en général, c'est vraiment quand on est là, qu'on peut plus tout respirer, qu'on se dit, là, il faut que j'aille me faire aider, et je peux plus. Mais alors, le temps de redescendre, c'est long. C'est un vrai chemin. Ça a Ouais. pris 10 ans. Oui, puis en plus, on est vraiment, vraiment pas éduqué et on n'est pas habitué à se connecter à notre corps. Moi, je le vois encore aujourd'hui, c'est encore un travail de revenir dans mon corps, de revenir, d'être vraiment présent dans ma chair. Tu Mmh. sais, il y a vraiment quelque chose Ah ouais. qui s'en va, qui déconnecte, qui monte au cerveau et puis les pensées qui tournent en boucle et on est vraiment, mais surtout en plus avec la technologie, les téléphones, tout va très vite, les formations à gogo, euh, tout va excessivement vite et on n'a plus ce contact aussi avec ce rythme naturel où on suit un rythme naturel. Là, on est dans la période de l'hiver et on est encore dans ce truc de productivité d'y aller alors qu'on devrait être dans un moment où on se calme, on ralentit,
on prend le temps de respirer, de ressentir, tu vois. Et, Mhm. euh, et c'est ça, c'est revenir à cette médecine des anciens, en fait, qui était très connectée au rythme de la terre, au rythme des saisons, et que du coup était très connectée avec leur corps aussi. Je lisais quelque chose sur les Chinois, sur la médecine chinoise. Alors, les Chinois aujourd'hui sont devenus très occidentalisés, hein, donc quelque part, ils ont perdu aussi leur magie à eux. C'était qu'en fait, on va voir le médecin en Chine 4 fois, 5 fois par an, un peu comme nous, en fait, on devrait aller voir un ostéo 4, 5 fois par an pour remettre le corps avant d'attendre que ce soit la souffrance. Ils vont voir le médecin 4, 5 fois par an pour rééquilibrer le corps, puisque c'est la médecine préventive, la médecine chinoise, rééquilibrer le corps. Et par contre, et donc là, ils payent pour ça. Et par contre, s'ils y retournent parce qu'ils ont une maladie, c'est gratuit parce que quelque part, ça veut dire que le médecin n'a pas fait son travail de prévention. Waouh! À cette partie-là, et dernièrement, et là c'est encore plus récent, j'ai appris parce que du coup c'est un petit peu cette notion d'être toujours dans la prévention. Moi aujourd'hui, je vais voir un ostéo ou une acupunctrice une fois par mois. J'ai un soin sur le corps une fois par Mm. mois, de stress que par rapport à la CEP, par rapport à la sclérose en plaques, j'ai pas le choix que d'être en prévention pour éviter des crises. Après, le travail, j'ai une thérapeute, je suis en psychothérapie, mais ça, par contre, c'est de par mon métier. Maintenant, il y a de la supervision, il y a autre chose. Il n'y a pas que à mon niveau personnel. C'est que maintenant, j'en réfère à un regard extérieur aussi, pour mieux avancer, pour tout aussi bien travailler. Et puis, et du coup, c'est plutôt que d'arriver dans les moments où plutôt d'aller voir le médecin quand vraiment ça va pas du tout en fait. Oui. Et là, dans les 2 dernières, je sais plus quand, je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, je discutais avec justement un patient. On parlait de cette partie en fait quand on arrive en thérapie, c'est exactement les personnes quand elles viennent en thérapie, c'est quand l'incendie il est en train de ravager la maison. Donc en fait, les premières séances, les premiers temps, on va passer tout notre temps en fait à éteindre l'incendie. Et souvent, par rapport avec des résistances, une fois que l'incendie il est éteint, bah, la personne se dit bon, ça va mieux, hop, on arrête. Alors qu'en fait, il y a le fond. Il faut qu'on aille regarder les fondations. Pourquoi est-ce que l'incendie, pourquoi ça a flambé de cette manière-là? Parce que c'est comme pour une maladie quelque part. Qu'on aille regarder le terrain, pourquoi ça a flambé. Et du coup, si en fait on ne travaille pas à reconstruire les fondations, ben à un moment donné, ça reflambera Mm. et ça reviendra. Oui. Et souvent, les plus belles séances, et ça fait toujours rigoler les personnes avec qui je travaille en général, parce que les personnes, les plus belles séances, celles qui avancent le plus et celles qui permettent vraiment de débloquer quelque chose, c'est les séances où les personnes elles arrivent en disant je sais pas trop aujourd'hui pourquoi j'hésitais à venir, parce qu'aujourd'hui, en fait, ça va, là, je vois pas trop de quoi on pourrait parler. Et ben, boum, on fait une séance sur un nœud, sur quelque chose, et ah ben finalement, heureusement que je suis venue. Ben oui, parce qu'en fait, on peut travailler là, on peut travailler sur le fond. Oui. Et donc, dans ce que j'ai appris dernièrement, c'est qu'au Canada, ils ont aussi ce truc de on va voir le psy en prévention. Le moindre truc, en fait, c'est un peu la routine. Non pas parce que on va très mal, mais en fait, le psy fait partie de l'hygiène de vie habituelle d'aller une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ou dès qu'il y a un petit truc de je suis pas trop sûre de ça, je vais leur référer au psy et puis on va voir. Mm. Et donc, c'est une espèce d'hygiène de vie. Je trouve que les Canadiens sont tellement zen et tellement calmes et tellement bien. Donc voilà, c'est cette partie où je me dis, ah ouais, tiens, il y a des pays qui ont compris. Donc la Chine pour le corps, le Canada apparemment pour les psys, ou les US, je crois que c'est les US aussi qui fonctionnent comme ça. Donc je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est clair, c'est comme tu dis, c'est vraiment une hygiène de vie, quoi. Tout, Ouais. c'est une hygiène de vie. C'est là en fait d'où vient notre responsabilité, plutôt que d'attendre que c'est aux autres de nous sauver. Alors oui, on a besoin des autres, on a besoin des médecins, on a besoin des psys, on a besoin de quelqu'un de l'extérieur pour avancer. On n'est pas l'être humain, on n'est pas fait pour être asocial, hein. Ouais, c'est clair. C'est pas pour rien que quand on est rejeté, exclu de la meute, on se sent pas bien. Mm. Mais on a tous besoin, tout le monde a ses spécificités, on a tous besoin d'entraide pour cheminer, mais il y a une partie qui nous appartient uniquement à nous. Mm. Ouais, Que nous qui complètement. pouvons faire. Ça demande beaucoup de courage et de vulnérabilité et d'humilité face à soi-même, de se poser et de réaliser qu'on a besoin d'aide, et de réaliser aussi que ben, on est perdu. Et tu vois, quand tu parles d'éteindre le feu, ça me fait penser aussi beaucoup, parce que moi je le vois aussi dans mes accompagnements, on parle de la crise de la quarantaine. Mais tu Mm. vois, moi je vois beaucoup de femmes qui arrivent à une quarantaine d'années qui ont, entre guillemets, coché toutes les cases. Elles ont été parfaites partout, elles ont un bon boulot, elles ont une famille, elles ont des enfants, elles ont la maison, elles ont le mari, elles sont une bonne cuisinière, s'occupent bien de la maison, etc. Elles cochent toutes les cases, la femme parfaite, puis au bout d'un moment, c'est comme si elles se réveillaient d'un rêve et dire, mais waouh, c'est ça ma vie?
Et en fait, bah, elles sont complètement perdues parce que du coup, elles sont en mode, mais c'est pas ça ma vie. En fait, je suis pas satisfaite. Je suis pas heureuse, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est avant d'en arriver là et d'être en mode, ben, je veux plus ma vie, je veux changer de boulot, je vais quitter mon mari. Enfin, avant d'en arriver là, c'est d'essayer de cheminer un petit peu, de se poser des questions. Après, ça dépend dans quel environnement on est aussi. C'est toujours pareil, l'environnement joue beaucoup. D'ailleurs, en parlant d'environnement, j'aimerais bien te poser la question, comment est-ce que euh, quel est le rôle que l'entourage joue dans ta vie aujourd'hui et par rapport à ton chéri aussi? Comment ça se passe? Comment tu as pu vivre la maladie et la relation amoureuse, la relation avec ta famille en général? Alors, mon mari, je l'ai rencontré, j'avais déjà cette sclérose en plaques et j'avais déjà fait beaucoup de chemin. Mhm. Euh, Clairement, à une époque, mon hygiène de vie, qui je suis, parce que effectivement, je sais que j'ai une nervosité qui est peut-être un chouïa plus élevée que pour d'autres personnes. Je sais que en termes de résistance à la tension, à la fatigue, voilà, je sais que j'ai une hygiène de vie, j'ai des choses à faire, mais j'ai appris en fait à faire ce chemin toute seule, à vraiment m'apaiser. Et à partir de là, pour moi, c'était inimaginable en fait que je rencontre quelqu'un qui puisse pas être aussi enfin qui puisse pas accueillir ça en fait. Mhm. Donc j'ai eu des relations avant lui qui étaient plus ou moins toxiques aussi. Il y a eu un moment de se dire en fait dans ces relations-là je vais me choisir. Je dois me choisir moi et c'est pas juste ce besoin d'amour, hein, on en revient là, de rencontrer n'importe qui va combler ce besoin d'amour. C'est en fait non, d'abord je vais commencer moi par m'aimer moi, mais pareil, hein, ça a pris son temps. Et puis à partir de là, ben, la personne sera ma cerise sur le gâteau. Mais en fait, cette personne-là, il faut d'abord qu'elle me montre qu'elle me veuille vraiment. Et pour la petite histoire avec, pour l'anecdote avec la rencontre avec mon mari, donc on fête nos 10 ans exactement bah, ce soir. C'est marrant. Oh, bravo, félicitations. On fête nos 10 ans de relation ce soir, parce que ça fait vraiment pile 10 ans qu'il y a eu le premier bisou. Et il me le ressort souvent parce que ça l'avait un peu marqué. Je suis quand même allée assez brutalement. C'est-à-dire que la première rencontre, première date, donc c'était 5 jours avant, là, il y a 10 ans, ça avait été mes premières rencontres. On était, je revois très bien le bar où on était à Paris, parce qu'on vivait à Paris tous les deux à ce moment-là, où du coup on parle et puis normalement je lui dis, bon alors, je t'explique. Par contre, je te préviens, j'ai une sclérose en plaques, je vais bien, je me gère, je demande rien du tout, j'ai mon hygiène de vie, je me gère parfaitement, mais voilà, faut que ça fait partie du package. Point. Mhm. Waouh. Et il a été top. Ça a été waouh, ok. Bon, le deuxième point, c'est, je te préviens, je suis originaire de Montpellier, j'aime le soleil, j'aime le sud, j'aurais besoin de rentrer à un moment ou à un autre dans le sud. Donc, soit ça passe, mais si tu me dis que ta vie c'est pro Paris, ça sert à rien en fait. Parce que là, j'avais vu beaucoup de personnes qui se retrouvaient dans des coincés à Paris, voilà, dans une ville où ils auraient bien aimé rentrer, mais que c'était pas possible. Donc, je suis arrivée en me posant voilà qui je suis. Boum. Et ça a matché. Après, il a vécu une poussée, puisque quand je me suis lancée à mon compte et que j'ai fait le pas, vraiment me dire, OK, je lâche mon travail et je ne fais que ça aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur et ça a fini par engendrer une poussée dans la foulée. Mais dans l'ensemble, oui, c'est quelque part, je le fais pas peser sur lui. Il sait que j'ai ça. Il est très soutenant. On a eu un enfant aussi, donc voilà, ça a été aussi dense, hein. Il y a eu beaucoup de peur de est-ce qu'il y a une poussée, est-ce que ceci. Ben, c'était pas tant la peur de la maladie, ça a été la fatigue, l'épuisement, quoi, voilà, d'une grossesse, d'une maternité. Il est très soutenant, mais il n'empêche que j'ai tout mon réseau à côté. C'est à moi, en fait, que ce soit à Paris, que ce soit quand on est rentré à Montpellier, de construire tout mon réseau. J'ai une acupunctrice, voire même deux, j'ai mon ostéopathe en qui j'ai pleinement confiance, j'ai ma thérapeute ou mes thérapeutes, puisqu'en fonction de la supervision, etc., puis je bouge. J'ai construit tout mon réseau à moi. Et de temps en temps, quand je sens que je commence un peu à trop à monter, par exemple, surtout avec un enfant, c'est voilà, là, je sens que j'ai besoin de redescendre. Est-ce que tu peux gérer cette nuit? Juste, voilà, je vais me remettre, ça va aller. Mais voilà, je sens que. Et parfois, j'oublie que je suis en train de monter, je me rends pas compte. Je me rends compte quand vraiment, je sens que ça finit par être un peu le clash à la maison sur plein de trucs. Puis lui, bah, maintenant, on se fait 10 ans qu'on est ensemble, il me connaît, on se connaît. C'est voilà, Lisa, là, je sens que là, il y a un truc, là, il faut peut-être que tu redescendes un petit peu. Là, tu es en train de monter,
Là, ça commence à aller, ça pète un peu partout dans la maison. Voilà, donc c'est ok, très bien. J'entends et là, du coup, je vais arranger ça. Mais ça demande, c'est, mais c'est comme pour tout en fait. Ça demande, je me connais par cœur, mais vraiment, je me connais par cœur. Mais ça, c'est parce que c'est un chemin que j'ai fait en étant accompagnée, que j'ai appris à me connaître. Donc, je me connais, Je sais on se communiquer, connaît. je connais mes besoins, j'annonce mes besoins, j'accepte de Exactement, demander de l'aide. Enfin, c'est tout un, exactement. j'imagine. Et on communique énormément. On se connaît par cœur et on communique énormément. Et c'est très, pour moi, tout se fait. Et puis, quand les personnes disent oui, à cause de la maladie, la personne est partie, moi, je me dis, en général, ça cache quelque chose. Il y avait quelque chose déjà en dessous qui faisait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en place. C'était peut-être pas une autre relation qui aurait été vouée à tenir le coup. Ou alors, ça parle de la personne qui s'appuie trop sur le conjoint et à un moment donné, le conjoint ou la conjointe, il peut pas. Oui, ouais, ouais, On peut pas, dans une relation, on peut pas se mettre dans une relation en attendant de l'autre qui nous sauve. ouais. Non, c'est clair, c'est clair. J'aimerais bien qu'on passe au conseil. Déjà, s'il y a des questions, je vois qu'il y a des gens qui regardent, Sophie, Stéphane, coucou tout le monde. Je vois plein de gens que je connais, c'est chouette. Si vous avez des questions par rapport aux épreuves, par rapport à la maladie, par rapport à n'importe quoi, la relation, les émotions, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, j'aimerais te poser des petites questions de quels conseils, en fait, tu pourrais donner à ben, une personne qui est dans une phase où il faut qu'elle accepte voilà, elle vient d'avoir un diagnostic, une maladie pas simple. Et quel conseil, en premier lieu, tu lui donnerais quand elle arrive dans un peu ce choc d'apprendre qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans son corps? Euh, Clairement, aujourd'hui, si c'était à revivre, mais je vais tout de suite voir quelqu'un, quoi. Je vais tout de suite me Mhm. faire soutenir. Ouais, Parce que avec le recul, j'aurais pas envie de revivre tout ce que j'ai vécu en étant seule, en fait. Je le connais, le chemin. Il y a le mhm. choc, le déni, et après toute la partie émotionnelle. Ouais, Plus tôt on est accompagné sur ce chemin de deuil, puisque c'est un deuil, hein, il y a un deuil à faire, euh, plus ça va être doux, en fait. Je dis pas que le chemin, on peut pas le faire seul. C'est juste que la thérapie, c'est un raccourci, vraiment. ouais. Donc, moi, ce serait, c'est comme l'état de sidération. Aujourd'hui, je suis en train de me former pour accompagner en EMDR, là, du coup. Donc, à partir d'ici en avril, je pourrais aussi ajouter l'EMDR à ma palette d'outils. Donc, j'apprends vraiment ce qui se D'ailleurs, je joue vais au niveau. Pardon? Oui, tout à fait. Oui, 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 je t'attends avec grand plaisir. Ben, à partir du 18 mars, je cherche mes cobayes. Ou des personnes qui sont là aussi. Il me faut 7 personnes qui accueillent, qui acceptent. Alors, c'est pas cobaye, on ne démarre pas de zéro. Hein, je m'entraîne depuis des mois et des mois. C'est juste sur des personnes qui vont signer mon livre d'or pour que ça puisse être validé. Et qui te feront un Euh, retour aussi pour t'aider à avancer. Il y a ça aussi. C'est que ce Pardon? soit des personnes impliquées. Que ce soit des personnes impliquées qui te fassent un retour et qui, voilà. Oui, c'est ça. En fait, il y a une signature et un marqué, voilà, un ressenti de comment ça s'est passé. Donc, il n'empêche que, voilà, je m'entraîne beaucoup avec mes collègues, avec pas mal de monde ou des personnes avec qui je sens que c'est possible. En fait, maintenant que j'ai compris, je comprends encore plus ce qui se joue au niveau neuronal, au niveau du circuit neuronal et comment un choc émotionnel peut venir, s'il n'est pas digéré par le cerveau, peut venir bloquer, entraver et faire vivre plein de la souffrance, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, que ce soit avec des pensées persistantes, que ce soit au niveau de la fatigue, etc. Tant que c'est pas digéré, le système nerveux, il va aller de pire en pire, en fait. Il va être bloqué complètement. Il va pas pouvoir fonctionner normalement. Ouais. Donc, l'état de sidération, dans un premier temps, il n'y a que la parole. Il faut vraiment parler. C'est suite à un deuil, et, et encore plus, hein, je vais prendre un exemple où on peut se dire, oh, bah non, moi j'ai pas vécu ça, mais c'est la même chose. Je vous donne l'exemple du Bataclan. Suite à par exemple des attentats très violents, en fait, on sait aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas s'endormir sur un choc sur un choc émotionnel. Donc, on va dépêcher des psychologues sur place pour que les personnes qui ont vécu le trauma libèrent la parole. Et Mm. pareil, dans un premier temps, il n'y a que la parole qui va aider à libérer, à apaiser. Donc, il faut que la personne puisse parler, parler, parler. Moi, avec le recul, je pense que c'était ça qui était en train de se passer. J'étais en état de choc et du coup, je disais à tout le monde que j'avais la sclérose en plaques.
mais sans, en fait, c'était comme si ça me faisait du bien de voir le choc des personnes en face et de voir la tristesse des personnes en face. Et, oh, mais Lisa, mais ça me fait trop de peine. Oh, mais ça doit être terrible, mon Dieu. Mais et puis moi, du coup, j'étais limite un peu genre, ah bah non, non, ça va. Tu parles. J'étais en blackout complet. Mais du coup, j'avais besoin de le dire en fait parce que pour sentir l'émotion chez les autres en fait. Et Ouais. c'est ça qui se joue. La thérapeute, c'est un effet miroir pour t'amener petit à petit à ressentir. On Mm. devra ressentir, mais plus on est accompagné, moins c'est violent, Ouais. en fait. Donc il faut ressentir. Et c'est comme un décès. C'est exactement le même Ouais. processus. Choc, déni, après la personne, bah non, c'est pas possible, et puis on va continuer, et puis c'est pas possible, ça n'a pas pu arriver, et puis on pense que la personne est encore là, et puis et après, au fur et à mesure, et après vient la partie émotionnelle. Et plus tôt et plus on est soutenu dans cette partie émotionnelle, plus ça peut se passer. Pour qu'après, on commence à se reconstruire. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux avancer? Et comment je peux me libérer après pour reprendre le fil de ma vie? C'est vraiment pour moi, c'est le maître mot, et c'est aujourd'hui ce que je dis le plus et ce que je cherche à proposer, c'est se libérer de l'anxiété pour se remettre en mouvement dans sa Ouais. vie. Et là, on est sur la reconstruction, sur l'acceptation et après, oui, bah, sur la renaissance, comme tu disais, on transforme ces épreuves-là, on en fait quelque chose. Ouais. Il se passe quelque chose. Ce que je trouve génial, c'est que tout ce que tu dis, en fait, ça peut vraiment aller à n'importe qui, même des personnes qui n'ont pas de maladie, parce que tout cet état de sidération, de stress, de trauma, tout le monde en vit. Et je me dis que cet état de sclérose, sans aller jusqu'à la maladie, ben en fait, tout le monde, quelque part, a vécu quelque chose qui s'est densifié, qui s'est figé à l'intérieur. Et je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, parce que justement, ça peut vraiment aider toutes les personnes qui vivent une grosse période de stress ou du déni ou qui acceptent pas une situation ou qui revivent encore les mêmes situations. Tu vois, ça peut vraiment aller pour tout un panel de personnes différentes. Ouais, Quoi. c'est comme moi, en fait, on est amené à revivre les situations parce que justement, tant qu'on les a pas digérées, tant que le cerveau il les a pas digérées, il nous ramène dans la situation pour qu'on puisse la dépasser. Ouais. Sauf que tant qu'on met pas de conscience, on la dépasse pas, on la revit encore Mm. plus et encore plus et encore plus, en étant persuadé qu'on n'a pas de chance. Mais Ouais. c'est presque un cadeau du cerveau de dire, mais en fait, mais là, vas-y, dépasse-le. Après, peut-être qu'un jour ou l'autre, on peut y arriver seul. Mais le Ouais. cerveau, mais vas-y, dépasse-le, parce que là, l'énergie émotionnelle, l'intensité, c'est pas possible, j'y arrive pas là. Comme Ouais. un court-circuit. Je pense, enfin, moi, avec l'expérience, il y a vraiment les deux pour moi. Il y a vraiment et le corps qui a engrammé ces informations et le cerveau qui a programmé ces informations, qui en tout cas qui a entré ça dans sa carte mère, hein, dans son disque dur. Parce que tu vois, moi, dernièrement, je partage une petite anecdote, mais dernièrement, j'ai eu un petit conflit avec mon conjoint. Ça nous arrive très peu, donc franchement, c'était assez exceptionnel et on s'entendait pas sur quelque chose. Et en fait, j'ai vécu un état de panique Hmm. que je pensais avoir dépassé, des grosses angoisses qui m'ont submergée, alors que mon mental savait très bien qu'il y avait rien, que c'était pas grave, que ça allait passer. Mais mon corps était en état de survie. C'est comme si quelque chose de terrible allait se passer, que j'allais mourir, je commençais à avoir des tremblements. Et en fait, j'ai pris conscience de certains traumas, d'abus que j'ai pu vivre dans mon enfance. Enfin voilà. Et en fait, tout ça, ça ressurgissait alors même que mon mental était en train de se dire, mais en fait, ça va, il t'aime, tu l'aimes, tout va bien. Mais mon corps, lui, réagissait instantanément Ton système et se figeait nerveux, complètement. c'est Ouais, système en fait, nerveux. c'est le cerveau, c'est la connexion neuronale. Et du coup, c'est l'électricité, elle passe pas, et tu revis ton système nerveux est exactement ramené dans ce moment-là, le Ouais. MDR. Yeah. Ça va Ah, libérer mais ça. c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est chouette parce que en fait, après de voir les expériences souffrantes ou difficiles que tu vis, de les voir après comme des leviers d'évolution, bah, c'est ça qui est chouette, quoi. De se dire, ah ouais, ah oui, il se passe encore ça chez moi. Ah oui, il y a encore des mémoires, il y a encore des choses à travailler. Et de le voir comme, ben, c'est cool, allons-y, tu vois. Que, bah, ton parcours aussi à toi, il est pas autour de la maladie, mais il est tout aussi choquant, Mm. euh, tout aussi violent à vivre et à transformer. Donc c'est pas étonnant que tu aies beaucoup plus, même plus de mémoire que dans une maladie que, enfin, il y a beaucoup de mémoire en fait. Ouais.
Ouais, toi, tu as beaucoup de mémoire, tu as beaucoup de flashbacks et beaucoup de souvenirs et qu'en rien de temps, tu puisses te retrouver projeté là-dedans à nouveau. ouais, ouais, complètement. Ça te submerge et tu es en état de panique, angoisse, alors que tu es dans un environnement sécurisant. C'est ça qui Ouais, est, qui est intéressant d'observer, quoi. ça peut Mm. se transformer, ça se transforme. Mm. Ouais, c'est chouette. Euh, quel conseil tu donnerais aux personnes qui accompagnent les personnes qui sont malades, aux aidants en fait? Parce que là, on parle des personnes qui sont atteintes de maladie, mais je sais que des fois, pour les proches, c'est pas facile. Moi, je vois mon père qui a un syndrome parkinsonien, et Mhm. je sais que c'est pas simple pour les proches de savoir quoi dire ou comment être, ou tu vois, il y a. Est-ce que tu aurais un conseil à partager ou... Oui, euh, dire tout simplement, je suis là. Je Hmm. suis là si tu as besoin. Et laisser la personne venir à toi, parce qu'elle est aussi dans toutes ses souffrances. Ne pas arriver avec plein de conseils, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, mais juste montrer ta présence et dire que et être enfin, tu sais un petit peu cette notion de posture d'ouverture, de soutien bienveillant en fait. Je suis là, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je pense fort à toi et d'ouverture du cœur envers la personne. Et pour les aidants qui vivent avec les personnes qui sont touchées par une maladie, de faire très attention au burn-out de l'aidant en fait et de pas s'oublier. Parce que le piège là-dedans, c'est souvent ce sont des personnes qui vont s'oublier parce que elles vont se dire, moi, je suis pas malade, moi, ça va. Alors, et encore plus quand c'est des parents pour un enfant ou des conjoints. C'est, mais moi, j'ai pas la maladie, donc moi, je peux pas me plaindre. Et c'est des personnes qui vont aller et qui peuvent rentrer dans l'épuisement et dans plein de choses. Et c'est pas soutenant du tout, parce qu'à la fin, parfois, ça finit par être de la colère et de la j'en peux plus, et puis, Ouais. et limite ne plus être capable de donner, alors qu'en fait, la personne, parfois, en face, n'en demande pas autant. Ou alors, si elle en demande autant, il y a, dans ces cas-là, il faut qu'elle puisse aller se faire aider à l'extérieur. Mm. Ouais. Sinon, il y a quelque chose de toxique qui se retourne entre les deux. Ouais. S'il y en a un qui est le sauveur et l'autre la victime, ça Oui, tient pas très c'est longtemps. clair. Mais en tout cas, c'est vrai on pense pas assez peut-être aux aidants qui sont à côté et qui, eux, justement, comme tu dis, sont comme des guerriers et qui s'oublient en fait complètement. Donc, c'est chouette d'avoir ce petit message-là. Mm. Ouais, tout à fait. Ne pas s'oublier, c'est pas parce ils sont pas touchés par la maladie qu'ils sont pas en souffrance aussi. Et eux, se Mm. faire accompagner autant, hein, c'est la même chose. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Waouh, c'était chouette ce petit moment. J'ai adoré Merci beaucoup les à petites toi, pépites que tu Jessica. nous as partagées. C'est hyper inspirant. Je trouve ça super. Et puis je me dis qu'on pourra peut-être voir à faire d'autres lives sur d'autres thématiques, mais en tout cas ça c'est super intéressant. Alors, Euh, merci pour ton peut-être. invitation, c'était un plaisir. Ouais, avec plaisir. Mais écoute, on a bien connecté la fois où on s'est rencontrés. Donc et puis d'ailleurs on s'est rencontrés grâce à nos conjoints respectifs, Oui, donc c'est chouette. il y a des rencontres comme ça d'âme à âme où tu sais pas pourquoi, ça devait pas se passer comme ça, et puis boum. Ouais, clairement, c'est trop chouette. Est-ce que tu as envie de donner un petit message de fin aux personnes qui, voilà, qui sont dans une épreuve de vie comme ça, difficile, qui ont eu un diagnostic soit de maladie ou qui ont appris une mauvaise nouvelle ou qui sont pas bien dans leur vie? Est-ce qu'il y a un petit message que tu as envie de leur Alors, j'ai dire? un petit cadeau en ce moment que j'offre, que j'ai créé et que j'offre. C'est un programme sur 3 jours Mhm. avec un email par jour de soutien et des petits exercices pour se libérer de la peur, de l'anxiété. Ah, génial. Avec un audio, avec un petit exercice de réflexion et donc ils l'ont dans ma bio où du coup enfin, sur mon compte où ils peuvent m'écrire en message privé. Et j'offre ce petit programme-là en ce moment. C'est 3 jours, donc un petit mail de présentation avec une vidéo où j'envoie beaucoup d'amour, de douceur, et 3 jours pour être pleinement soutenue. Hmm. Et après, si on va plus loin, j'ai créé vraiment un vrai programme de libération du corps sur 21 jours pour être d'en créer quelque chose de plus puissant au niveau du corps, de l'esprit et de créer la confiance. Hmm. Mais déjà, j'ai voilà, ce petit cadeau parce que j'adore créer du contenu, j'adore faire tout ça. Ouais, Et j'adore offrir des cadeaux parce que je me dis, j'aurais tellement eu besoin de ça
quand j'ai été Ouais, diagnostiquée. Donc ouais. voilà. Waouh, super. Bah, c'est génial. Mais je crois que même moi, je vais aller le télécharger. Ça a l'air trop chouette. Avec plaisir. Et bah, écoute, un grand merci pour ce moment de partage, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, de toute façon, ouais, t'es hyper active sur les réseaux et tout. Tu fais plein de vidéos. T'apportes vraiment beaucoup de conseils et des choses qualitatives et d'optimisme. Donc, je trouve ça trop chouette et j'invite vraiment les gens à aller s'abonner à ton compte parce que vraiment, il y a plein de pépites. C'est super Eh ben, chouette. je te remercie et je suis en train de suivre aussi tout ce que tu es en train de mettre en place. Et j'adore aussi, je suis très contente que ma communauté, je leur en ai parlé lors de mon live mercredi, te découvre, rencontre aussi tout ce que tu es, la personne que tu es résiliente avec tout ce que tu as traversé. Donc, c'est un beau message, un bel échange Ouais. et une belle rencontre. Merci beaucoup. À très On se bientôt. voit tout bientôt. Et Oui, merci on à se tout voit le monde bientôt. d'avoir visionné. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez la contacter directement. À Merci à bientôt. vous tous. Prenez soin de vous. À bientôt.